Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Téléfoot l'After avec Charlotte, avec Thomas, avec Bichente, mais surtout avec Philippe Tournon, le chef de presse de l'équipe de France, le recordman de sélection. On le dit jamais assez. Combien de sélections, Philippe? 4000, non, un peu moins, mais presque. France-Angleterre, 119e. Voilà, ça impose le respect. Au sommaire de l'After ce matin, la communication, justement, des Bleus. Thomas Mekich s'est plongé dans la tête des joueurs de l'équipe de France. Notre rubrique homonyme, nous avons retrouvé un Moussa Sissoko anonyme. Comment vit-il son homonymie avec le joueur de Tottenham? Notre rubrique fiction, on s'est demandé et si Paul Pogba était le capitaine des Bleus? Nos archives, en attendant Emmanuel Macron, retour sur les présidents qui sont venus à Clairefontaine, en compagnie donc de Philippe Tournon. Et on débute tout de suite, Charlotte, par le sondage live du jour. L'équipe de France va-t-elle se qualifier malgré sa défaite face à la Suède vendredi? Vous avez quelques minutes pour répondre. La réponse dans quelques minutes. Oui ou non? On va être positif, forcément. Oui. Oui. Sans passer par les barrages, Bichente? Je sais pas. Dans la difficulté, mais on va se qualifier. On débute donc avec Thomas qui s'est plongé dans la tête des Bleus pour analyser leur communication. C'est votre quotidien, ça, Philippe, la communication des Bleus. Alors Thomas, comment vous les avez trouvés? Ils sont pas mal. Puis quand on m'a dit que Philippe était là, je me suis dit que c'était le bon moment. Il va pouvoir nous donner peut-être des tuyaux pour les comprendre un petit peu mieux. On va commencer avec l'actu. C'était cette semaine en conf. Philippe, si je vous demande qui est le joueur le plus heureux du monde en ce moment chez les Bleus, vous me dites qui? Le plus heureux du monde? Ouais, le plus heureux, celui qui vient de gagner. Mbappé est très bien. Raphaël Varane est arrivé avec la banane. Après. Bingo, on regarde. Comme quoi, tu vois. Une bonne entente, c'est une grande fierté. C'est magnifique, je suis toujours positif, je suis bien sûr très très heureux. C'est beaucoup de joie et c'est extraordinaire et c'est exceptionnel. Je suis content, on sent vraiment quelque chose de positif. C'est bien le plus heureux du monde. Et encore, j'ai pas tout pris, ça durait 25 minutes. Qui est le plus dépressif? Qui gagne la Coupe d'Europe. Je vais pas dire dépressif, mais je crois qu'en fait, le gars suivant marque tellement de buts en ce moment que quand il est en conf, il pense plus au lucarne qu'il va mettre au prochain match. Vous voyez de qui je parle, Philippe? C'était le même jour. Olivier, c'est ça. C'était le même jour. C'était aussi cette semaine. Lui, il est là sans vraiment être là, en fait. Regardez. C'était quoi la question, en fait? Mais c'était quoi ce que vous avez dit avant? Je sais pas. Non. C'est drôle, mais c'est des montages un peu limites quand même. Là, non, c'est pas limite. Parce qu'il ne fait pas partie des pires clients, Olivier. Voilà. Non, mais il réfléchit beaucoup à ce qu'il dit, donc l'élocution n'est pas facile et fluide. Mais parce qu'on l'emmerde beaucoup aussi en ce moment. On lui cherche des poux dans la tête alors qu'il n'y a pas de lieu. Je pense que du coup, il cherche chaque mot et je pense que il peut se lâcher davantage parce qu'il est légitime. C'est plus le contexte, le système médiatique actuel qui fait qu'il pèse un peu plus ses mots que les autres. Mais tous les autres aussi, tu as mis le doigt là-dessus, c'est que le moindre lapsus, le moindre mot de travers va faire le buzz, ça va partir sur les réseaux sociaux, tout va prendre des proportions hallucinantes. Donc c'est difficile de leur reprocher d'essayer de maîtriser leur langage, leur image et tout le reste. En tout cas, ce qui est cool, Philippe, avec les nouveaux Bleus quand ils arrivent, c'est qu'en termes de communication, c'est ultra positif. Ils sont heureux d'être là quand ils viennent en bleu. Et la palme du joueur le plus heureux à être arrivé en équipe de France, elle est largement dédiée à Florian Thauvin. Regardez. C'était mon rêve le plus cher. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que de représenter son pays. J'ai été vraiment très bien accueilli. Peu importe le numéro que j'aurai, je serai satisfait de le porter. C'est la magie du football, comme on dit souvent. Sincèrement, je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien. C'est vraiment magnifique, c'est que du bonheur et j'aimerais que ça s'arrête jamais. C'est très bien parce que c'est un garçon autour duquel on avait bâti un peu une image un peu. C'est ça. C'est des boires à Lille, Marseille et compagnie. Et il passait pour un peu hautain, un peu blasé, un peu tout ce qu'on veut. Et là, sa première conférence de presse, il est heureux sur le cœur. Il est heureux. Trop enfant de cœur pour moi, mais. Tu vois, voilà. Presque trop. C'est à cause de la petite musique, on a mis. Archive à présent. On peut parler d'archives parce que c'est assez rare de le voir en conférence de presse. C'est Paul Pogba qui, lui, à ses débuts en bleu, on va remonter en 2014, avait une préoccupation assez particulière. Vous allez me dire si c'est toujours le cas aujourd'hui, Philippe, on regarde. J'avais pas pris la grosse tête, mais on sait jamais. On sait jamais. Je pense pas que ce soit ça qui va me faire prendre la grosse tête. Peut-être pour certains, pour un autre joueur, il va prendre la grosse tête. Après, moi, je pense même pour les meilleurs, ils vont pas toujours faire des bons matchs. J'espère le prochain match, je vais me réveiller
C'est assez rare. Philippe Delevoye, il nous disait qu'il ne voulait pas prendre la grosse tête à l'époque. C'est une crainte que beaucoup de joueurs ont aujourd'hui de dégager une image de... En tout cas, concernant Paul, ce n'est pas l'exposition médiatique que lui confère l'équipe de France qui va lui faire prendre la grosse tête, parce qu'il se fait très rare, il n'est pas très à l'aise, ou il a peur de déraper, je ne sais pas exactement, mais c'est pas Fred qui me dira le contraire, c'est difficile de... Qui sont les autres joueurs qui rechignent? Trop d'ailleurs, parce qu'on aimerait le connaître bien sûr, mieux. Parce que par ailleurs, ce que tu dis c'est vrai, mais en même temps, on communique, ses sponsors communiquent énormément sur lui. Oui, voilà, et c'est pour ça qu'il y a aussi un décalage entre son année un peu, on va dire, moyenne avec Manchester et puis son statut de star mondial. Et c'est pour ça qu'il y a de l'attente autour de lui. Il faut trouver la juste mesure. Et donc peut-être qu'il faut qu'il parle un peu plus. Il faudrait. C'est mon souhait. Ça fait partie de votre rôle de les convaincre. Il y en a d'autres qui rechignent à venir en conférence de presse? Non, ils ne rechignent pas vraiment, mais ils n'ont pas une appétence particulière et naturelle pour l'exercice. Par exemple, Corentin Tolisso, quand il était arrivé, il m'a avoué après coup qu'il était allé à ce premier point presse. C'était encore plus tétanisé pour sa première sélection. Oui, c'est ça. Oui. Je pense qu'il y a un travail à faire. Je sais que la fédération s'y emploie auprès des équipes de jeunes pour les accoutumer un peu, leur faire comprendre qu'un micro, une caméra, c'est pas l'ennemi, c'est pas le ciel qui va leur tomber sur la tête, quoi. Mais l'exercice fait peur. L'exercice peut faire peur. En tout cas, que ce soit en club ou en sélection, et c'est pas vous qui allez nous contredire, Philippe, depuis le temps que vous êtes dans le métier, le plus important, c'est l'important. Les 3 points. Oui, il est bon. Il est bon. On regarde. Le plus important, c'était les 3 points. Ça a été de prendre les 3 points. Le plus important, c'est d'avoir fait le travail, c'est d'avoir pris les 3 points. On a su prendre les 3 points. Il nous fallait les 3 points, on l'a fait. L'essentiel, c'est les 3 points. On rentre avec les 3 points et c'est le plus important ce soir. C'est trop facile. Bah oui, un joueur qui marque jamais de points, il ne va pas faire une carrière. Donc les points, il faut les mettre, il faut les prendre. Et ce sont des images d'archives. Ce n'était pas vendredi soir. On le précise. C'était un peu plus récent. C'est encore méchant, ça fait. En attendant, les veilles de match, ce sont le sélectionneur et son capitaine qui passent en conférence de presse. Ou un joueur clé. Ou un joueur clé, généralement, même quasiment... C'est un joueur qui a un certain statut médiatique, disons. Tout ça pour dire qu'ils sont d'accord dans 99,9% des cas. Pas de chance. Cette semaine, il y a un mot, Philippe, sur lequel Didier Deschamps et Hugo Lloris n'étaient pas forcément raccord. Regardez. À moins que ma mémoire me fasse défaut, je ne pense pas avoir utilisé le terme décisif. C'est un match important et il faut le considérer décisif. Décisif, non, puisqu'il reste 12 points et 4 matchs. Un match décisif, oui. Je le répète, on ne peut pas parler de match décisif parce qu'il y en a 4 derrière. Alors, décisif ou pas décisif? Non, tant qu'il reste des points à prendre, rien ne peut être décisif. C'est comme quand Monaco était champion, oui, tout le monde... Non, tant que la ligne n'est pas franchie, qu'il n'y a pas mathématiquement le titre et le compte... Et maintenant qu'on a perdu, heureusement qu'il n'était pas décisif. Et là, on est complètement dans les éléments de langage aussi, qui sont imprimés par le sélectionneur, dans une volonté aussi d'enlever de la pression à ses joueurs. Justement, combien de temps durent les briefs avec les joueurs juste avant les conférences de presse? Comment vous les briefez, Philippe? On les initie surtout, Thierry Marzalek, Eric Dubré, les briefs un peu sur l'adversaire. L'adversaire, qui sont pris au dépourvu s'ils ont des questions sur l'adversaire. Et puis, moi, je fais le tour avec eux, généralement, des sujets chauds d'actualité. Sur le tout venant, il n'y a pas de consigne particulière à donner, mais il y a des fois, dans l'actualité, des sujets. On était en période politique et tout ça, donc là, il faut faire un peu attention et déminer un peu le terrain. En tout cas, pour la première fois où on se retrouve en plateau ensemble, et j'en ai vu passer, les meilleurs, j'en ai vu beaucoup passer, j'étais obligé de m'attarder sur votre cas à vous, Philippe. Oui, petite séquence pour terminer, avec Barthès, en beauté, ça s'appelle le même groupe. Best of Philippe Tournon 2017. Je crois le pire. Un micro. D'accord. Vite, allez, dépêche-toi. Il y a quelqu'un de France Football ici? Bravo. C'est plus ce que c'était, quand même. Mademoiselle, un micro. J'ai mal à la canne, alors je ne fais pas trop d'aller. Tu peux le tenir. Non. Et puis, tu veux qu'il le mette? Pourquoi pas? Pour nous.
Voilà. Oui, ça se termine toujours bien. Ça se termine toujours bien. Je vais être sur mes gardes dorénavant, parce que même quand c'est ingénieur son. Oui, mais ils ne sont pas fauchés. Là. Et c'est pas que l'année 2017, parce que je me souviens pas d'avoir vu Alou Diarra en équipe de France. Non, mais vu que je l'ai concocté en 2017. Il parlait de la fabrication du sujet. Oui, d'accord. Philippe, quel est votre rôle, à part les conseils en communication? Vous êtes un membre à part entière du staff? Vous allez dans les vestiaires? Non, j'essaye de rester à ma place, mais j'essaye aussi de faire profiter ceux qui peuvent être demandeurs. Et il y en a de mon vécu, de mon expérience, pas seulement sur le football, sur un nombre de choses. Alors évidemment, j'ai souvent droit... j'étais pas né, comment tu veux. Et quand je parle à Didier de quelque chose dans le football avant la Coupe du Monde 82, il me dit « Attends, ne me parle pas du Moyen-Âge ». Bon, mais mon grand âge me permet d'avoir un certain recul. Je dirais pas une philosophie du football et de la vie, mais j'aime bien le partager avec des jeunes joueurs. C'est intéressant pour moi, ils m'apportent. Et je pense que je peux aussi peut-être leur apporter un peu aussi quand même. Vous êtes la mémoire de l'équipe de France. Dernière question, les meilleurs clients, les plus à l'aise depuis vos débuts, il y a plus de 30 ans? Oh là là, Vicente était pas mal, il n'a jamais eu de gros problèmes avec les médias. Fabien Barthès aussi, dans son genre, était assez décapant. Et sur de prendre les questions comme si elle tombait de la lune. C'était assez amusant. Adil Rami était très à l'aise au début, puis après, il s'est un peu éclipsé. Mais mon souhait, c'est surtout, comme on l'évoquait tout à l'heure, que grâce au travail qu'on peut faire dans les clubs ou à la fédération en sélection, l'exercice médiatique ne soit plus un problème ou une hantise. Même si, encore une fois, comme le soulignait Vicente, c'est qu'ils font très attention. Ils sont vite langue de bois parce que tout ce qu'ils vont dire peut être interprété ou monté de façon un peu pernicieuse ou tendancieuse. À peine. Voilà. Moi, je pense que c'est important de faire l'effort. C'est important de faire l'effort parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi grandir en tant qu'homme et il faut affirmer un peu ton point de vue. Et donc aller faire des interviews, c'est affirmer un point de vue, c'est affirmer aussi une personnalité, c'est quelque chose qui peut te servir dans la vie de tous les jours. Donc autant le faire le plus tôt possible, comme Kylian Mbappé le fait. Voilà, il a 18 ans, moi je ne suis pas choqué de le voir affirmer des choses, des goûts, des envies, de façon claire. Après, le système médiatique, il est compliqué. Mais j'associerais la communication aujourd'hui, parce que la communication, c'est la communication des agents, la communication des attachés de presse des joueurs, la communication des attachés de presse des clubs, de la fédération, où on a la volonté aussi de tout verrouiller, et le système médiatique aussi, où il y a plus de polémiques, qui fait que c'est une jungle où il n'est pas facile de s'exprimer sans faire de fausses routes. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que l'exercice, il faut y aller, il faut se frotter à ça pour grandir. Merci Thomas. Ce n'était pas pernicieux, c'était astucieux, si je peux me permettre, mon cher Philippe. En tout cas, aujourd'hui, les joueurs communiquent surtout via leurs réseaux sociaux. Et on passe donc aux tweets de la semaine qui ont dû être rares du côté de l'équipe de France après une défaite. Pas beaucoup de réactions des Bleus, forcément, après la défaite de vendredi soir, sauf un, et d'ailleurs on en parlait, c'est Kylian Mbappé qui a posté donc, cette photo. Regardez, c'était le lendemain, donc samedi, de lui, pendant la rencontre, avec en légende, très simple, juste les deux drapeaux, la Suède et la France, avec une croix au milieu et 3 petits points. On va de l'avant et puis la remise au travail surtout. On continue avec un petit tour de la planète foot. Eden Hazard, cette semaine, a posté une photo de lui sur son lit d'hôpital avec un pouce en l'air en train de se rétablir. Et on en profite d'ailleurs pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Il le mérite. 3 mois d'absence, ouais, mais il se rétablit tout doucement. Il y en a un autre cette semaine qui s'est affiché dans son lit. On a cru le deviner, c'est Ibrahimovic. Regardez, il a posté cette photo, enfin plutôt cette vidéo de lui sous sa couette avec une musique du western. Et regardez, il va sortir ses 2 pieds de la couette. 2 pieds qui sont chaussés de crampons. Il met du temps à enlever sa couette, mais il dort comme ça, Ibrahimovic, avec ses crampons. Alors, c'est pas Bichette, ça? C'est Bichette avec ses crampons. Qui dort comme ça, hein. Bon, est-ce que c'est pour annoncer un retour? Pas à Manchester United, mais peut-être. On a parlé du Zénith, Saint-Pétersbourg. Donc peut-être un retour d'Ibrahimovic sur les terrains pour la saison prochaine. En tout cas, il y a déjà des crampons au pied. Suspense total. On continue avec Neymar et son challenge qui fait un véritable carton sur les réseaux sociaux. Regardez le défi, c'est ça. Il faut taper le ballon contre un mur et puis le reprendre avec la jambe juste derrière.
Alors c'est compliqué, Bichette, je suis sûre que vous serez capable de le faire. En tout cas, il y en a un qui a relevé le défi en même temps sur les réseaux sociaux. C'est Marcelo et il l'a super bien fait. Regardez, il a fait ça en vacances. Il s'amuse comme des petits fous en vacances, hein, les footballeurs. Et Marcelo le fait plutôt bien aussi. On va essayer de relever le défi ici avec Téléfoot. On va le lancer à Bichente surtout. On veut notre petite vidéo pour dimanche prochain, Bichente. Enfin, on finit avec une dernière petite image, Fred. Ça s'appelle les images du net. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où ça vient. Mais regardez, c'est sorti cette semaine. Alors, c'est une fin de carrière, je pense, pour ce jeune joueur qui a été mis en grande difficulté plusieurs fois lors de ce match amateur. On n'a pas l'identité de celui... Vaut mieux pas. Mais franchement, vaut mieux pas pour lui. On cachera son identité, quoi qu'il arrive. Allez, on a vu un extrait dans Téléfoot. Comment les Suédois de Paris ont-ils vécu le Suède-France de vendredi? Chaque année, 1 million de Suédois visitent la France. Yacine Enfaoui a regardé le match avec eux. Välkommen till Téléfoot. Comme ce supporter, ils se sont donné rendez-vous dans un bar suédois, le Nude Bar à Paris, pour vivre ce match entre amis. Après les hymnes, on a testé leur prononciation des joueurs français et ils ont leur petit chouchou. Paul Pogba, Dimitri Payet. Griezmann. Grisen, le cochon. Gris, ouais. Après le but de Giroud, on a même trouvé un supporter français qui s'est senti pousser des ailes. Giroud ! Une joie de courte durée car quelques minutes plus tard, Jimmy Durmaz égalise et fait chavirer le bar suédois. Et dans les dernières secondes du match, c'est l'explosion de joie, l'hystérie après le deuxième but d'Ola Toivonen. Les Suédois sont aux anges. Witness a miracle, a Swedish miracle, and now you give us the chance to be #1 in our group. So thank you, merci beaucoup. Malgré la défaite, les supporters des Bleus restent quand même fair-play et n'en veulent pas à Hugo Lloris. C'est une grosse bourde, ça arrive, mettre la balle en l'air, on aura eu le temps de revenir. Je suis pas footballeur. Le principal, c'est que c'est du foot et c'est un jeu et c'est super sympa. Fair play, quand on voit la joie des Suédois, on imagine la détresse des Français. Philippe, ça va mieux 2 jours après? Les sourires sont de retour? Oui, c'était long hier, c'était pas très enjoué comme atmosphère, mais ça va, ils dressent la tête, ils vont repartir au combat. On passe à notre rubrique homonyme dans l'after. Comment vivent ces anonymes au nom de stars? Guillaume Poisson a rencontré Moussa Sissoko. Lui est attaquant à Brétigny-sur-Orge, en Essonne. Salut Téléfoot, moi c'est Moussa Sissoko. Dommage, je ne suis pas Moussa Sissoko de l'équipe de France. Je suis Moussa Sissoko, l'attaquant de Brétigny-sur-Orge. Qu'est-ce que ça fait d'être l'homonyme d'un joueur de l'équipe de France? Ben, ça fait toujours plaisir. Bon, des fois on se prend pour Moussa Sissoko, même si on n'est pas vraiment lui. Et de temps en temps, ben, on a des petites remarques par rapport à Moussa Sissoko, des petites blagues, tu vois, des petites anecdotes que j'ai. Bah vas-y, est-ce que tu peux nous en dire quelques-unes là? Ça s'est passé en soirée. J'ai dragué une fille là. Après j'ai dit j'étais un joueur de foot, tout ça. Elle me croyait pas. Après j'ai sorti ma carte d'identité. Et après à partir de là, elle m'a cru. Bon, quand elle a fait les recherches là, après elle a vu, je me suis fait cramer. Hein. Est-ce que tu essaies de ressembler au Moussa Sissoko de l'équipe de France? Bon, on n'a pas le même poste. Hein. Moi j'aimerais bien. De temps en temps j'achète ces maillots là pour les porter, pour un peu être identifié par rapport à lui, mais c'est tout. Hein. Ça fait quoi d'être le petit chouchou du coach en équipe de France? Ah, ça veut dire qu'on va jouer tout le temps, qu'on va toujours être appelé. Ça veut dire que c'est un avantage. Tu aurais un petit message à lui dire là, s'il t'écoute, en regardant la caméra? Ok, Moussa Sissoko, là c'est ton Toroma là, qui parle là, ton Toroma d'Evry. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Si je peux avoir ton maillot, là, ça me ferait un très grand plaisir. Un petit tissu, quoi, pour porter ça, pour représenter les Moussa Sissoko. Il est génial. Énorme. Philippe, vous lui passez le message? Oui, bien sûr. Et on passe ce message, il mérite le maillot, moi. Oui, je pense aussi. Et on salue donc les 2 Moussa Sissoko, celui qui s'est fait cramer et le vrai, ce matin. On passe à Emmanuel Macron.
Sans transition, comme ça, Philippe, qui est un président de la République qui aime le foot, il a tenu à serrer la main des acteurs de la dernière finale de la Coupe de France. C'est vrai que c'est un protocole qui était tombé en désuétude. Il est descendu sur le terrain, ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs. Depuis M. Chirac, personne n'était descendu sur le terrain. Il est resté après le match, bien sûr, pour la remise de la Coupe. Il a attendu plus d'une demi-heure, comme tout le monde, pour voir le feu d'artifice. Et encore après, il a fait des selfies, ici les autographes, avec des jeunes supporters. Il a été épatant. Les liens des présidents avec le football. Du coup, on a regardé dans notre armoire à archives. Philippe, regardez, tous les présidents de la République sont venus à Clairefontaine. François Mitterrand, qui a même inauguré le centre, c'était en 1988. Ouais. Jacques Chirac est venu notamment avant le début de la Coupe du Monde 1998 et c'est généralement d'ailleurs avant les grandes compétitions que les présidents viennent souhaiter bonne chance aux Bleus, comme Nicolas Sarkozy avant l'Euro 2008 où on va le voir François Hollande avant la Coupe du Monde 2014. Il était d'ailleurs revenu juste avant l'Euro 2016 et on va l'écouter lors d'un déjeuner en 2014. Soyez libérés, c'est en étant libérés qu'on est le plus combatif. Et puis, sachez bien que vous allez donner beaucoup de rêves à beaucoup de jeunes. Et il ne faut jamais décevoir les rêves, il faut les réaliser. Voilà, Philippe, parmi ces quatre-là, qui était le plus grand connaisseur de foot? Mais le président Mitterrand est venu pour l'inauguration, mais il n'est jamais venu voir l'équipe de France avant une compétition. Il n'était pas un grand fan de foot. Nicolas Sarkozy, j'étais pas dans le stade de Raymond Domenech, donc j'ai vu plusieurs fois le président Chirac et 2 fois le président Hollande. Celui qui connaissait mieux le foot, c'était certainement François Hollande. Mais celui qui avait le plus d'empathie, de naturel avec les joueurs, c'était le président Chirac, qui était vraiment très, très près des joueurs. Il échangeait des blagues, il était d'un abord extrêmement sympathique. Est-ce que la visite d'Emmanuel... Sarkozy connaît bien le foot. Hein. Il connaît bien le foot. Certainement, oui, je ne l'ai pas connu, mais il aime, il est au Parc des Princes très souvent. Grand supporter du PSG. Oui. Est-ce que la visite d'Emmanuel Macron est prévue ou est-ce que ça sera probablement avant la Coupe du Monde 2018 ? C'est pas dans les tuyaux pour l'instant parce qu'il n'y a aucune circonstance qui fait qu'il peut venir ou ne pas venir, mais... Il vient pas au barbecue cet après-midi là. Non, d'abord, je ne sais pas si qu'il y a un barbecue. Ah bon, c'est fini le barbecue? Non, il y en a hier soir, oui, barbecue hier soir. Mais oui, il aime le foot, il l'a prouvé. Et je pense que si, avant la Coupe du Monde en Russie, il viendra certainement faire une petite visite. Allez, notre dernier sujet, notre rubrique fiction, le « Et si ?» On s'est demandé « Et si Paul Pogba devenait le capitaine de l'équipe de France ?» Un sujet décalé, enregistré avant la boulette du Goloris. Je tiens à le préciser. Yacine Enfaoui. Et si Pogba était capitaine de l'équipe de France? À 24 ans, Paul Pogba détrône Hugo Lloris et devient le nouveau capitaine des Bleus. Blague? Non, et même pour fêter ça, désormais, pendant la Marseillaise, les Bleus font le dab, comme Pogba. Fais le dab, regarde ton poteau, fais le dab, jette, attends, fais le dab, vas-y, fais le dab. Après le dab, les tricolores copient même les coupes de cheveux tendance de Paul pour être à la mode. Maintenant, vous pouvez relever la tête. Alors En plus d'être capitaine, c'est la consécration pour la pioche qui récupère le numéro 10, porté avant lui par d'illustres légendes. C'est l'élu. Et si Pogba propulse les Bleus sur le toit du monde en 2018, le capitaine laissera peut-être place à la légende. Ah oui, ah oui. Ça serait une solution pour qu'il vienne plus souvent en conférence de presse. Et là, il a une forme d'obligation, effectivement. La réponse au sondage, Charlotte, on va se qualifier? On va regarder ça ensemble. Je vous rappelle la question. L'équipe de France va-t-elle se qualifier malgré sa défaite face à la Suède vendredi? La réponse au sondage, c'est un oui, en grande partie à 82%, seulement 18% de pessimistes. 82, ça nous va, on prend? 82 qui reste optimiste. Les buzz de la semaine pour terminer, on débute avec Neymar. On commence avec lui. Le Brésilien s'est rendu aux États-Unis, puisqu'il est exempté de matchs avec la sélection brésilienne. Et il en a profité pour passer dans l'émission aux États-Unis de Jimmy Kimmel, un célèbre animateur américain. C'était mercredi. Et regardez, on l'a posé sur un toit d'un immeuble, là où se passent les studios télé. Et il a dû tirer sur l'immeuble d'en face, qui est quand même super loin.
Et il a réussi à marquer au bout de 3 tentatives quand même, je tiens à le préciser, hein. Soyons précis Fred. Toujours. Il a relevé le défi, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait. Et il était très fier de lui surtout. Bon, et le gardien était à la pêche. Voilà, un petit peu en surcharge pondérale. Des nouvelles du fils de Cristiano Ronaldo. C'est pas sympa ça pour le gardien. T'as vu comment il est? Ouais, Cristiano Junior, c'est vrai qu'il est doué. Il y a les jumeaux qui viennent d'arriver. Oui, on le félicite d'ailleurs parce qu'il vient d'être papa Cristiano de jumeaux. Donc on le félicite en tout cas. Il regarde l'after, on le sait. Il regarde l'after, évidemment. Alors ils n'ont toujours pas le ballon au pied, les jumeaux, mais il y en a un qui l'a bien, c'est Cristiano Junior. Il a que 6 ans et regardez, chaque semaine il nous impressionne avec son talent. C'était dimanche lors de la fête du Real pour célébrer le titre de Ligue des Champions à Bernabéu. Et regardez, il humilie quelques copains dont le fils de Luka Modric et celui de Marcelo. C'est assez impressionnant ce qui fait performance enflammée, qui a enflammé le public de Bernabéu. Le petit Cristiano Ronaldo, c'est peut-être prémonitoire pour la suite. Allez, on a beaucoup parlé de Paul Pogba ce matin. On va terminer justement avec lui cet after. Et oui, ça s'est passé jeudi à l'entraînement. Ici même à Clairefontaine, on a vu un Pogba très à l'aise, très confiant. Regardez devant les buts en se distinguant avec cet enchaînement de reprises de volées impressionnantes. 4, 5 au total. 5 reprises de volée qu'il a enchaînées. Et c'est rare, ouais, mais voilà, il se fait rare dans les médias, mais par contre, devant les cages, il est plutôt impressionnant. Paul Pogba, ce sont des images de la FFF qu'il a repris lui aussi sur ses réseaux. Je pense que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, donc on le félicite pour ses belles reprises de volée. Magnifique. Allez, c'est la fin de cet after. Quel est le programme des Bleus aujourd'hui et demain jusqu'au prochain match France-Angleterre, Déjeuner Philippe? 12h30, entraînement à 17h, dîner 20h30, départ à Enghien 11h demain. On sera là-bas pour déjeuner. Et le traditionnel point presse, entraînement au Stade de France, 17h, 18h. Pique-nique, voilà. Chips et rosé. Pas tout à fait, mais t'es pas loin. Un grand merci, Philippe, d'avoir passé cet after avec nous. Merci Bichente, Thomas, Charlotte. C'est la fin de Téléfoot l'after. À mardi, 21h pour France-Angleterre. Bon après-midi à tous. Salut.